En France, en mai 1936, le Front populaire remporte les élections législatives. L'alliance électorale nouée 2 ans plus tôt entre le Parti socialiste, le Parti radical et le Parti communiste soulève un immense espoir parmi les classes populaires. Dans tout le pays, les grèves et les occupations d'usines, de chantiers et de magasins se multiplient pour faire pression sur le patronat et encourager le gouvernement de Léon Blum à accomplir de grandes réformes sociales. Malheureusement, les photographes ne sont pas en grève. Les revendications hippiques. Ces grèves se déroulent de manière pacifique, dans l'allégresse et la joie. Léon Blum conduit des réformes spectaculaires. La semaine de 40 heures et les premiers congés payés qui permettent à beaucoup d'ouvriers de partir en vacances pour la première fois de leur vie. Cette embellie dans des vies difficiles et obscures éclaire la remise du pays au travail. Mais le bonheur est bref, car la montée des périls en Europe arrache bientôt le pays à ses préoccupations intérieures. La guerre d'Espagne éclate en juillet 1936. Sur un mot d'ordre des généraux Franco et Sanjurjo, des garnisons se soulèvent dans tout le pays. Les rebelles n'ont pas accepté la victoire du Frente Popular, une coalition de gauche qui a remporté les élections en février 1936. À l'annonce du soulèvement, une réaction populaire vigoureuse se lève contre le coup de force. Des milices ouvrières se constituent et s'arment tant bien que mal. La guerre civile commence. D'emblée, les combats sont d'une extraordinaire férocité. Les républicains sont dépourvus d'un armement moderne. Tandis qu'en face, les insurgés franquistes reçoivent bientôt un appui résolu de l'Allemagne hitlérienne et de l'Italie fasciste. Franco, assuré de ce soutien, hâte le débarquement en force de ses troupes à partir du Maroc espagnol et impose son pouvoir sur une grande partie du territoire. Pendant ce temps, le gouvernement de la République espagnole fait l'amère expérience de la solitude. Il approche Léon Blum pour lui demander le droit d'acheter en France des armes et des avions. Moment décisif. Léon Blum se sent profondément solidaire. Et pourtant, la mort dans l'âme, il est contraint de rester hors jeu. Car il sait que la Grande-Bretagne ne le rejoindra pas dans l'aventure d'une intervention en Espagne. Le Premier ministre, Neville Chamberlain, se méfie du pouvoir des Rouges en Espagne. Et il est partisan, comme la majorité de ses compatriotes, d'une politique d'apaisement, de compromis avec les dictatures. Léon Blum est impuissant. De surcroît, dans son propre gouvernement, les radicaux sont hostiles à l'idée d'agir sans les Anglais. Quant à la droite française, elle fulmine contre une telle perspective. En réalité, le choix de Blum n'est pas entre intervention et abstention, mais de rester au pouvoir sans intervenir ou de démissionner. Sa tâche au gouvernement commence à peine. Il ne partira pas. Léon Blum tente néanmoins d'élaborer une solution. Ce qui permettrait peut-être d'assurer le salut de l'Espagne et le salut de la paix, c'est la conclusion d'une convention internationale par laquelle toutes les puissances s'engageraient à l'abstention en ce qui concerne les livraisons d'armes, s'engageraient à interdire l'exportation en Espagne du matériel de guerre. Le pacte de non-intervention que Blum propose est signé par les principales puissances, dont l'Allemagne et l'Italie. Marché de dupes, Hitler et Mussolini s'engagent, d'abord secrètement, puis de plus en plus ouvertement, en envoyant soldats et munitions. Mussolini y dépêche une armée complète.
80 000 hommes, des mitrailleuses et des canons. Tandis qu'Hitler expédie 10 000 hommes de la Légion Condor, des avions et des chars. Léon Blum, pour sa part, se borne à pratiquer ce qu'on appelle pudiquement une non-intervention relâchée. Officiellement, l'embargo est respecté, mais les autorités françaises ferment les yeux sur le trafic d'armes et favorisent l'envoi discret de quelques avions. De son côté, Staline soutient les républicains et expédie armes et matériel accompagnés de conseillers militaires. 2000 soviétiques combattent dans le camp républicain. Sous l'impulsion de l'internationale communiste, des volontaires viennent combattre aux côtés des républicains. D'Allemagne, d'Italie, de France, des hommes et des femmes de tous âges risquent leur vie pour sauver la République espagnole. Parmi eux se distinguent George Orwell et Ernst Hemingway. Ces brigades internationales, à peine débarquées, vont aider Madrid la républicaine à résister au siège des franquistes. La guerre s'installe alors dans la durée. L'Espagne devient le terrain sur lequel s'affrontent indirectement les démocraties et les dictatures. Les communistes face aux fascistes. Noi viceversa desideriamo e vogliamo la vittoria di Franco. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Ce conflit qui s'éternise ravage les populations civiles, tandis que les dictatures expérimentent leurs armements et leurs stratégies. Le 26 avril 1937, des avions allemands et italiens larguent plus de 50 tonnes de bombes et 3000 engins incendiaires sur la petite cité basque de Guernica. La ville brûle, quasiment annihilée. On dénombre plus de 1600 morts. Le martyre de Guernica marque une date sinistre dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois qu'on s'en prend depuis les airs, non pas à une cible militaire, mais à des populations civiles, délibérément. C'est moi le guide de l'exposition, je m'appelle Daniel Pinoche. Suivez-moi les grands et les mioches, je suis l'as des explications. À gauche, voilà le pavillon. Un mois plus tard, l'exposition universelle de 1937 à Paris montre face à face les pavillons nazis et soviétiques de part et d'autre du pont de Iéna. L'italien et l'anglais qui louchent, le russe et l'allemand à côté. Conclusion, les extrêmes se touchent pour visiter l'exposition avec ses nombreux pavillons. Demandez pipi. Dans le petit pavillon de la République espagnole, Pablo Picasso expose une grande toile intitulée Guernica. Un officier allemand lui demande « C'est vous qui avez fait ça ?» Picasso, glacial. « Mais non, c'est vous. » La guerre d'Espagne expose au grand jour la faiblesse des démocraties. Elle révèle la dépendance française envers une Angleterre qui, aveugle au danger fasciste, obsédée par le péril communiste, ne songe pour l'heure qu'à bannir tout risque de guerre, quel que soit le prix à payer pour sauver la paix. Compromis ou lâcheté. Mais surtout, le conflit espagnol scelle le rapprochement entre Hitler et Mussolini, naguère en froid, désormais complices.